Mais s'agissant de cet homme qui est quand même à la tête de l'Organisation météorologique mondiale, pourquoi continue-t-il à faire de la sorte? N'a-t-il pas compris la problématique? Non, parce que ce n'est pas dans son domaine de compétence de dire 0,75 degrés égale 3 millions de réfugiés en Syrie. Ce qui est dans son domaine de compétence, c'est de dire j'ai des stations de mesure un peu partout dans le monde. Là où j'en ai pas, j'ai des modèles qui me permettent de comprendre quelle doit être la température à cet endroit-là. Par exemple, au milieu du Pacifique, vous n'avez pas des stations météo partout. Et son métier, il est de dire voilà ce que moi je suis capable de mesurer sur l'évolution de la température. Mais ce n'est pas un guichet unique d'information, et il ne le prétend pas. Et tant que vous n'avez pas recoupé ça avec comment évoluent les récoltes, avec l'évolution des récoltes, comment évolue la stabilité ou l'instabilité politique, etc. Quand vous dites réfugiés, c'est ça? Parce que vous avez cité les Syriens fuient plutôt la guerre, en fait. Vous oui, mais la guerre le printemps arabe a été déclenché par un problème alimentaire. Le bassin méditerranéen, enfin les pays sud de la Méditerranée, donc tout ce qui va du Maroc jusqu'à la Syrie-Turquie, on va dire, est massivement dépendant des importations alimentaires. En 2010, vous avez eu une explosion du prix des denrées alimentaires à cause d'une canicule en Russie, qui a privé le marché mondial d'un apport de céréales significatif. Et en 2010, dans tous ces pays-là, vous êtes par ailleurs en manque de touristes qui sont restés chez eux à cause des conséquences de la crise financière, laquelle crise est, soit dit en passant, c'est un autre chapitre du livre, due à des problèmes sur le pétrole qu'on connaît dans le monde depuis 2005. Et la conjonction des deux fait que vous avez un problème budgétaire dans les pays importateurs qui font qu'ils n'ont pas les moyens, avec leurs recettes à l'exportation, de financer une explosion des prix des denrées agricoles importées. Et donc les gens se révoltent, comme les Français se sont révoltés en 1788 après une année de famine. En 1789, pardon, après une année de famine. Alors, la géopolitique, vous avez cité ce qu'on appelle, entre guillemets, le printemps arabe. Vous venez de citer également le pétrole. Vous attirez, en effet, dans votre ouvrage, notre attention sur un pan crucial de notre société et au-delà de notre monde, à savoir que ce sont ces ressources énergétiques qui sont le nerf à la fois de la guerre, mais aussi de l'écologie et de l'économie. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que ce qu'on appelle couramment la civilisation industrielle, donc ce qui a fait le mode de vie de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Australie, du Japon et maintenant de plus en plus d'un certain nombre d'autres pays, en fait on le doit essentiellement à une chose, le facteur qui a été discriminant là-dessus, c'est le début d'un approvisionnement croissant en combustibles fossiles. Avant l'utilisation des combustibles fossiles, les hommes étaient les mêmes, le code génétique était le même, on a eu des génies absolument extraordinaires et probablement inégalés dans l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'on recrée un jour un Mozart ou un Léonard de Vinci. Par contre, on n'avait pas à cette époque-là la capacité de dompter l'énergie des combustibles fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole, gaz, grâce à des machines qu'on a inventées, qui s'appellent les moteurs, et qu'on a pu diffuser partout parce qu'il y avait plein d'énergie. Aujourd'hui, ces moteurs sont omniprésents, ils nous déplacent, ils nous chauffent, ils amènent les marchandises, ils produisent ce que l'on mange, ils produisent nos vêtements, les objets qu'on achète, nos logements, etc. Et nous bénéficions aujourd'hui essentiellement d'une armée de machines alimentées par de l'énergie. Et ça se comprend assez simplement. La civilisation industrielle, c'est d'avoir mis au travail à notre place des machines de plus en plus puissantes. Votre corps et le mien ne peuvent pas être de plus en plus puissants. On ne peut pas vous greffer des paires de bras en permanence pour que vous fassiez de plus en plus de choses. Une machine, on peut la faire grossir tant qu'il y a de l'énergie pour l'alimenter. Prenons l'exemple précis du pétrole. Vous dites qu'on ferait fausse route si l'on ne fait pas un lien, en tout cas si on ne voit pas le rapport entre la montée des extrémismes politiques et cette ressource énergétique. Prenons l'actualité et cette organisation dont on parle tous les jours quasiment, l'organisation État islamique. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire un lien, selon vous, entre les deux ? Alors, il y a deux liens qu'on peut faire. Le premier qu'on peut faire concerne la création des États du Moyen-Orient. Les États du Moyen-Orient sont pour l'essentiel des créations pétrolières. C'est-à-dire, vous savez, les États du Moyen-Orient, si vous les regardez, les frontières sont toutes droites. Ça n'existe pas en Europe, des frontières toutes droites. On a fait les frontières on a tracé les frontières politiques en fonction de frontières naturelles, des montagnes, des fleuves, qui avaient, au cours du temps, séparé des gens qui n'étaient pas de même culture, de même race, de même ceci, de même cela. Ils étaient à peu près homogènes d'un côté ou de l'autre, et puis entre les deux, pas tellement. Ce qui veut dire que si les frontières d'un pays correspondent à des frontières géographiques naturelles, vous séparez naturellement, j'ai envie de vous dire, des sous-groupes de population qui sont plus homogènes que si vous y prenez autrement.
Dans les pays du Moyen-Orient, c'est pas du tout comme ça qu'on a fait. Les Américains sont arrivés, les Anglais sont arrivés, les Français sont arrivés. Ils ont dit le pétrole, à toi, à moi. Donc moi, je prends l'Irak, toi, tu prends la Syrie, toi, tu prends l'Arabie Saoudite, etc. Et les frontières de la Syrie ont été tracées, les frontières de l'Irak, pardon, ont été tracées comme ça en 1920. Les frontières de la Syrie ont été tracées dans les mêmes années. Et on s'est pas soucié de savoir si on avait les chiites tous d'un côté ou si on en avait la moitié d'un côté et la moitié de l'autre, etc. Donc ça, c'est la première fois que le pétrole joue un rôle dans ce qui est en train de se passer. La deuxième fois que le pétrole joue un rôle, en ce qui concerne la Syrie, c'est que la Syrie, productrice de pétrole, est passée par le maximum de sa production en 2002. Depuis 2002, parce que les gisements s'épuisent, la production de pétrole de la Syrie décline. Or, la Syrie est devenue importatrice de céréales en 2007, à cause des sécheresses récurrentes dans le bassin méditerranéen dues à l'augmentation du changement, enfin dues au changement climatique croissant. Et donc, on a de moins en moins de recettes à l'exportation, avec de plus en plus de charges à l'importation, et on a le problème que j'évoquais tout à l'heure. Après, le troisième élément, qui est surtout celui qui attire l'attention des médias en ce moment, mais il est moins structurant dans ce qui a causé le problème, c'est qu'aujourd'hui, Daesh tire une partie de ses revenus de la vente du pétrole, parce qu'il se trouve que le territoire contrôlé par Daesh est le territoire des gisements pétroliers syriens. Alors, je le disais, vous êtes ingénieur, vous êtes consultant, vous êtes un écologiste convaincu, personne ne le conteste. Vous avez d'ailleurs renoncé la plupart du temps à prendre l'avion, vous le prenez que pour des raisons professionnelles. Vous êtes venu sur ce plateau en métro et non pas en voiture. C'est pas un exploit. Mais c'est pas un exploit, mais quand on vous demande aujourd'hui quelle est l'alternative au pétrole, eh bien vous faites bondir beaucoup d'écologistes parce que vous dites que l'alternative aujourd'hui, c'est le nucléaire. Pourquoi? Alors, pas au pétrole. L'alternative au pétrole, c'est le pétrole, ça va encore plus vous faire bondir. Le pétrole sert essentiellement dans les transports. Ouais. L'alternative à la voiture à pétrole, c'est, pour ceux qui se disent qu'il faut la motoriser autrement, la voiture électrique. Quand vous regardez la vitesse à laquelle peut se déployer la voiture électrique, ce que ça nécessite de construire comme centrale supplémentaire, parce qu'il faut bien que l'électricité vienne de quelque part, ce que ça nécessite de construire comme batterie supplémentaire, etc., vous vous rendez compte que ça ira considérablement plus vite et ça coûtera considérablement moins cher, les deux étant liés, c'est parce que ça coûte moins cher que ça peut aller plus vite, de tout simplement diminuer la taille des voitures à pétrole. Si la consommation moyenne des voitures en France, qui est aujourd'hui de 6 litres au 100, passe à 2 litres au 100 en quelques décennies, ce qu'on peut faire, on n'aura pas des monospaces pour tout le monde, mais on aura quand même des voitures, eh bien, vous êtes capable d'économiser en 30 ans les 2 tiers du pétrole qu'on consomme sans changer de technologie. Et c'est ça qui est le plus économique à faire si on veut baisser le pétrole. Il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, il y a aussi un risque avec le nucléaire? Alors, ça, je le redis, passer de la voiture à 6 litres à la voiture à 2 litres ne concerne pas un changement d'énergie. C'est toujours du pétrole. Ce que je dis, c'est que le nucléaire est nécessaire pour faire autre chose, qui est pour se débarrasser du charbon dans le monde. Ce que les Français ne savent pas, peut-être que les gens qui nous écoutent, qui sont ailleurs, le savent, c'est que le charbon est à l'origine de 40% de l'électricité dans le monde. Le charbon est à l'origine de 45% des émissions de CO2 dans le monde, devant le pétrole. Donc les émissions du charbon sont plus importantes que les émissions du pétrole. Et si on veut tenir l'objectif des 2 degrés, qui est l'objectif politique, qui est en entrée de la COP 21, il y a quelque chose que nous disent les règles de Troie, qui est qu'il faut qu'on se débarrasse de la totalité des centrales à charbon dans le monde dans les 30 ans qui viennent. Donc on doit passer à la ferraille, la totalité. Or, les centrales à charbon dans le monde, il y en a 30 fois plus que des centrales nucléaires en France. Et sur les ressources nucléaires, 30 fois 30. Compte tenu de ce qu'on sait des dangers possibles du changement climatique, qui est que ça peut diminuer la taille de l'humanité de quelques milliards d'individus, et faire que vous ou vos enfants vivent dans un monde non démocratique et en guerre en permanence, je préfère de très loin les risques du nucléaire, qui sont considérablement plus bas, et en particulier considérablement plus bas que ce que les médias français en disent le plus souvent. Alors, quid des ressources renouvelables, le soleil, l'éolien? Les ressources renouvelables sont celles dont on sort. Quand l'humanité a commencé à utiliser l'énergie fossile, elle n'avait à l'époque que des énergies renouvelables. Les bateaux avançaient grâce au vent. Du reste, c'est à cause de ça que de temps en temps, vous étiez encalminé sur une mer calme parce que vous n'aviez que l'énergie renouvelable du vent, qui est un peu capricieux. Il fallait attendre. Le soleil servait à sécher des aliments ou à se chauffer tout bêtement, etc. Donc on sort d'un monde. Et le bois a été la première énergie de stock qu'on ait utilisée de manière un peu significative, même et y compris pour alimenter les premières forges, etc. Donc l'idée que les énergies renouvelables, c'est l'avenir, c'est faux. C'est le passé, les énergies renouvelables, et on en est sorti pour accéder aux énergies fossiles parce que c'est considérablement plus facile à utiliser. Retourner vers un approvisionnement 100% renouvelable n'est pas envisageable au niveau actuel de consommation d'énergie dans le monde. C'est juste pas envisageable. Donc c'est parfaitement possible physiquement.
ça va de pair, on peut le décider, mais il faut comprendre que c'est ça qu'on veut, ça va de pair avec une diminution d'un facteur 4. Il faut diviser la consommation d'énergie mondiale par en gros 4 à 5, ouais. Et à ce moment, ça peut passer. La COP21, coup d'envoi dans 3 jours. Qu'attendez-vous de ce grand rendez-vous mondial? Qu'en sortie, je suis assez d'accord avec le pape. Ouais. Je pense qu'en sortie de ce grand rendez-vous, il faut qu'on se dise qu'on a envie de continuer l'effort pour s'occuper du problème. Mais ça ne fera rien de plus. Par contre, il faut que ça fasse ça. Alors, dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie. Un temps d'hésitation, juste pour dire qu'il y a énormément d'autres informations dans votre livre. Par exemple, les poncifs, l'Allemagne serait le modèle, les Pays-Bas, pays écologistes notamment. C'est à lire donc aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir été notre invité.